technique automobile. Pour au moins 2 de ces points, l'automobile a gagné. Alors, Édouard Philippe est-il pour autant parvenu à éteindre l'incendie? Je vais en parler avec mon invité Mathilde Panot, député de la France Insoumise du département du Val-de-Marne. Mais on va aller un petit peu plus loin, Mme Panot, dans la présentation des mesures du Premier ministre. Édouard Philippe a également évoqué le SMIC, le salaire minimum. Il promet une augmentation net, si je puis dire, et je vais m'expliquer, net de 3% en 2019. Pourquoi? Parce qu'il y a 1,8% qui sera corrélé à la hausse des prix et des salaires, et puis il y a 1,2% qui provient de la réduction des cotisations sociales. Tout ça nous fait 3%. Ça ne veut pas dire qu'il y a un coup de pouce au SMIC, qu'on soit bien clair. C'est un effet d'ajustement. L'émission d'aujourd'hui, eh bien, j'ai choisi de l'appeler l'ordonnance du docteur Philippe. Et nous allons voir si l'ordonnance du docteur Philippe est suffisante pour calmer le malade, qui est encore frétillant, je dois dire, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. On va étudier les réactions, les contre-propositions. Vous me donnez votre point de vue au 4 26 26 sur Twitter, @Pascal Perry avec le hashtag Périscope, et puis un peu tardivement, puisque le Premier ministre s'est exprimé tard, je vous ai posé cette question aujourd'hui. Pensez-vous que, à la suite des annonces du Premier ministre, les Gilets jaunes devraient interrompre ou suspendre leur mouvement? Vous êtes déjà un petit peu plus de 800 à avoir voté, et vous me dites oui à 41%, non à 59%. Alors, que se passe-t-il? Avant de vous demander votre avis, Madame Panot, je vais vous donner les miens. Je pense que les Français ont été élevés à la philosophie de l'État-providence. Qu'est-ce que c'est qu'un État-providence? C'est un État qui offre des assurances, qui offre des garanties. C'est un peu l'histoire de la France. L'État garantit la petite enfance, il donne des assurances pour l'éducation, pour la santé, pour la retraite. Alors, il ne les donne pas parce qu'on les finance, évidemment, très collectivement. Et j'ai l'impression que ce que nous disent aujourd'hui les Gilets jaunes, je le vois d'ailleurs à travers leurs réactions après les annonces du Premier ministre, ce qu'ils nous disent, c'est que ces protections ont disparu pour une grande partie d'entre eux. Le mouvement, Mathilde Panot, il est né, faut toujours revenir au point de départ, au fait générateur. C'est né des taxes sur l'essence. Pourquoi? Parce que c'est très visible. On voit à la pompe que les prix ont augmenté. Le pétrole n'augmente pas nécessairement, mais la fiscalité, elle, augmente. Et puis derrière, quand on tire le fil, on voit quoi? La problématique du prix de l'énergie, l'isolement dans les territoires, les revenus, le niveau des revenus, cette espèce de longue traîne, si vous voulez, des dernières années. Et là, vous avez une partie des Français qui disent ras-le-bol. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est vraiment intéressant ce mouvement. Notamment, moi, ça me réjouit de voir un peu partout sur les plateaux des Gilets jaunes qui racontent la vie quotidienne des gens, de ce que c'est quand on est le 17 du mois et qu'il nous reste que 50 €. Là encore, aujourd'hui, je parlais avec un chauffeur de VTC qui a 1500 € et qui dit j'en arrive à 500 € d'essence par mois, et qui en avait les larmes aux yeux tellement il dit moi je ne peux plus vivre. Ouais, et donc on est dans ce mouvement-là. Et c'est pour ça qu'à mon avis, Édouard Philippe se met vraiment le doigt dans l'œil en croyant que ces annonces vont calmer cette colère qui s'exprime de manière très forte et qui est soutenue massivement par les Français, puisque il promet quoi en fin de compte? Il dit il va y avoir des hausses de taxes à partir du 1er janvier qui ne se feront pas, donc des taxes qui n'existent pas aujourd'hui. C'est pas un vrai gain, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Oui. Qu'est-ce que ça change pour la situation maintenant des Français? Parce que lorsque l'on parle aux gens dans les manifestations, dans les Gilets jaunes, mais encore les ambulanciers hier par exemple, le mot qu'ils ont tout le temps, c'est ils nous disent aujourd'hui, c'est même plus de la colère, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance. L'un conduit à l'autre en général. Tout à fait. Oui. Mais c'est pour ça qu'on a toutes ces revendications autour de la hausse du SMIC, la revalorisation des pensions et l'arrêt de la hausse de la CSG qui a appauvri énormément de retraités. Je vous arrête une seconde sur la CSG. Allez-y. La CSG, c'est un impôt. On est dans une émission où on essaye d'expliquer les choses. La CSG, au départ, c'est Michel Rocard. C'était 1%. Et puis ça a augmenté de façon extrêmement constante. La CSG, c'est fait pour rembourser la dette sociale. La dette sociale, elle provient de quoi? Elle provient du déficit de l'assurance maladie, notamment, qui est significative. On donnait les chiffres hier. La sécurité sociale a de mémoire 250 milliards d'euros de dette. C'est pas un déficit, c'est une dette. Faut la rembourser. On peut pas planter nos créanciers. Vous voyez ce que je veux dire en même temps. Donc il faut bien la rembourser d'une façon ou d'une autre, cette dette. Alors, il y a plusieurs choses. Oui. La première chose dans ce que ce gouvernement a oublié et qui est extrêmement important, c'est que le principe républicain de base, je dis bien de base sur le consentement à l'impôt, c'est que l'impôt soit juste.
Et on est dans quelle situation aujourd'hui? On parle des taxes, par exemple, les taxes par essence, ce n'est pas progressif. C'est proportionnel. Alors, pour la Toujours. CSG, mais par exemple, les taxes sur l'essence sont payées 4 fois plus par les gens les moins pauvres que par les gens les plus pauvres. Au regard de leurs revenus, bien sûr. Et bien sûr, Au prorata de mais leurs c'est très revenus. important, Bien c'est sûr, très bien sûr. important parce qu'après, ce qui reste à vivre sur la vie chère, c'est un mouvement sur la vie chère. Il faut l'expliquer, Donc, c'est-à-dire que en fait, la taxe représente toujours le même poids dans un litre d'essence, mais celui qui a 1000 la paye évidemment beaucoup plus cher au prorata de son revenu que celui qui a 10 000. C'est ça, exactement. Et on est arrivé dans un moment, donc il y a cette histoire de taxe et il y a cette histoire d'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui est de plus en plus, qui n'est plus progressif. C'est-à-dire que plus on est riche, moins en proportion on va payer d'impôts. Et là où ça se voit le plus, c'est quand ce gouvernement supprime l'impôt de solidarité sur la fortune. De solidarité sur la fortune. Donc en fait, pourquoi les gens ne consentent plus à l'impôt aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'ils descendent tous dans la rue pour dire il y en a marre, avec une grande partie d'entre eux? C'est parce que justement cet impôt, il est plus juste. Et c'est ça la question. Parce que si on veut trouver l'argent pour la dette, comme vous dites, parce qu'on nous a assommés avec la dette pendant des années et des années. La dette sociale, hein, si on veut pas la dette de l'État. Oui, mais si on veut trouver, là c'est ce qu'ils sont en train de faire aussi aux ambulanciers, c'est un scandale. Il faut que les gens y sachent. Bientôt dans une ambulance, vous allez être 4 par ambulance, donc le secret médical, vous allez l'oublier. Vous n'allez pas choisir qui va. On est en train d'ubériser la profession d'ambulancier. L'ambulancier qui vous prenez vos médicaments en passant parce que vous comprenez, vous êtes une personne âgée et que normalement vous n'avez pas le droit, mais vous passez à la pharmacie parce que vous savez que personne ne va le faire pour elle. Ça, c'est fini. Hein. C'est ça qu'ils font avec sous-mesure d'économie. Je vous arrête et juste une sur la seconde. dette sociale, Oui, sur la dette. allez-y. Parce que l'argent, il n'est pas très difficile à trouver. Hein. On a 80 à 100 milliards de fraude et d'évasion fiscale dans ce pays. Première chose, si on faisait vraiment, avec une vraie volonté politique, ce travail d'aller chercher l'argent, on pourrait. Le CICE, cet argent qui est donné aux grands patrons. Un commentaire sur la fraude fiscale. Vous avez raison, 80 milliards. Il y a 20 milliards qui 100 milliards même, selon les derniers rapports. Si vous voulez, mais il faut distinguer la fraude de l'ajustement fiscal. En fait, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont non pas en contravention avec la loi, mais en conformité avec la loi, qui vont loger des profits ailleurs. À ce stade, la loi ne leur interdit pas. En revanche, il y a un point sur ce qu'on a rarement évoqué dans cette émission, c'est ce qu'on appelle les carrousels de TVA. Il y a 20 milliards d'euros à récupérer immédiatement sur les fraudes à la TVA. Ça suppose un peu de coopération européenne. Vous savez, c'est, pour donner un mot d'explication, ces entreprises qui créent des filiales à l'étranger, on encaisse la TVA et puis on fait disparaître l'entreprise et finalement elle sera jamais rendue à l'État. Ça fait 20 milliards d'euros et ça c'est considérable. Donc je voulais donner cette explication, mais je vous laisse poursuivre. Oui, mais c'est un exemple intéressant. Mais ça fait 20, ça fait pas 100. 20, 100, donc dont je parlais, parce que quand même on peut mettre en place, on n'est pas obligé d'admettre dans notre pays que les plus riches en plus souvent ou des gens vont pouvoir s'extraire de l'impôt comme cela. Donc on pourrait mener des vraies politiques contre l'évasion et la fraude fiscale. Le CICE condamne aux grands patrons d'entreprises. Ou aux petits. Ou aux petits aussi, parfois. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup les gros qui les captent, et vous le savez, c'est beaucoup les gros. La Poste, c'est une entreprise publique. Qui est le premier bénéficiaire du CICE? Carrefour. Carrefour, ils ont supprimé combien d'emplois ces derniers temps? Bien sûr, de manière très impressionnante. Non, mais je partage votre avis sur ce point-là. J'ai rien contre Carrefour ni contre la Poste. Simplement, effectivement, ces entreprises ne sont pas en situation de pouvoir exporter. C'est-à-dire, il fallait orienter cet argent vers la compétitivité française. C'est-à-dire, plutôt que de travailler sur l'emploi, il fallait travailler sur la compétitivité de ces entreprises et donc orienter le CICE vers des entreprises qui peuvent créer de la valeur, qui sont exportatrices. Mais on nous raconte tout le temps cette histoire de compétitivité. Mais à un moment, si par exemple on voulait vraiment faire des choses pour l'emploi, pour que de l'emploi soit créé, déjà, si on investissait dans la transition écologique, on aurait beaucoup d'emplois, beaucoup. Si on sortait du nucléaire, on aurait beaucoup d'emplois dans les énergies renouvelables. Si on arrêtait les traités de libre-échange qui sont faits à tout va, le CETA, donc entre le Canada et l'Union européenne, qui est déjà appliqué alors que ni le peuple français, ni le Parlement n'ont donné leur avis sur cette question, le GEFTA entre Union européenne et Japon qui vient d'être signé, etc., ce sont des accords de libre-échange qui, en plus d'être complètement climaticides, alors le gouvernement dit qu'il est écolo avec cette taxe, mais on voit bien derrière ce qu'ils font. En plus d'être complètement climaticide, parce que vous comprenez, on fait un grand déménagement de marchandises comme ça à tout va, donc on augmente les émissions de gaz à effet de serre. Ça n'est pas très bon pour le bilan carbone. Et surtout, alors c'est très mauvais pour le bilan carbone, et surtout ça détruit des emplois. Ça détruit des emplois. En même temps, donc à un moment, si on voulait relocaliser de l'emploi, on pourrait le faire. Mathilde Panot, on ne va pas discuter l'ouverture des marchés, elle crée aussi de la valeur, elle permet à des entreprises comme Michelin, Renault, Peugeot d'aller vendre des voitures
voitures ailleurs, des pneumatiques ou des voitures ailleurs, et il y a beaucoup d'entreprises ou de secteurs qui vivent... Non, elles pourraient le faire sans ces accords. Non, mais un peu de protectionnisme intelligent, je suis d'accord avec vous sur ce point, ce serait pas idiot. Nous sommes à peu près le seul espace économique dans le monde aujourd'hui qui a ouvert les portes et les fenêtres alors que les autres les referment. Je viens à ma tablette parce que je veux donner un mot d'explication. Vous avez dit l'impôt, vous allez le voir sur l'écran, l'impôt sur le revenu en France, il est d'abord, il suit cette courbe. C'est-à-dire, vous avez ici le niveau des revenus à cet endroit-là, et là vous avez l'application des taux. En fait, le revenu, il augmente effectivement, et le taux d'impôt augmente, et puis au-delà d'un certain niveau, il est régressif. Je crois que c'est de mémoire autour de 150 000 euros. Vous avez 150 000 euros de revenus par an, vous êtes au taux marginal qui doit être à 45% aujourd'hui, mais tout ce qui est entre 150 et le reste, tend vers l'infini, si vous voulez, n'est pas fiscalisé. Donc c'est une des mesures que vous préconisez, vous, qui est d'introduire un peu plus de progressivité en créant des tranches additionnelles. Nous, on propose 14 tranches. Mais il y a un autre point, et vous allez voir un deuxième élément de graphique qui est tout à fait intéressant, ce sont des éléments liés à la redistribution. La France reste malgré tout un pays redistributeur. Regardez, l'écart, le seuil de pauvreté en France, vous voyez, les gens qui vivraient dans la pauvreté sans redistribution, c'est-à-dire quand on travaille sur ce qu'on appelle les revenus primaires, c'est 22%. Après redistribution, ça n'est que 14%. Donc le modèle, il rend quand même un peu à des gens qui en ont besoin. Insuffisamment, je vous le concède. Non, mais moi je suis complètement d'accord avec vous. Mais alors si on est d'accord avec vous, on arrête de casser ce modèle de partout, parce que c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui est incroyable. En fait, pourquoi les gens sont dans la rue? Pourquoi moi je suis en colère de voir ça? Parce que au bout d'un moment, ça suffit que ça soit toujours les mêmes qui paient. C'est ça le problème. Pourquoi sur la dette, on redonne 3,2 milliards aux plus riches de ce pays immédiatement, sans même réfléchir? On dit OK, on supprime l'ISF comme ça. Les taxes sur la production. Oui, non, mais, la fiscalité sur le capital, 30%. C'est pas nul, 30%, non? Oui, non, mais, vous voudriez qu'on leur en prenne plus, vous? Bien sûr, ah bon, bien sûr. Je pense que les riches de ce pays pourraient contribuer beaucoup plus à l'effort de solidarité nationale. Et alors pourquoi on redonne directement des cadeaux comme ça? Pourquoi on hésite à savoir est-ce qu'on va vraiment annuler cette taxe ou pas sur le carburant? Donc on laisse pendant 6 mois, il y a un moratoire et après on ne sait pas ce qui va se passer. Donc est-ce qu'ils attendent juste que la colère se calme? On ne sait pas exactement sur cette question. Et alors pourquoi on va chercher les 5 euros d'APL sur les gens? Non, mais pourquoi on va chercher? Ça n'a pas de sens. C'est même pas ridicule. Vous savez ce que les gens ils nous disent sur les barrages quand on y va? Ils nous disent on nous vole notre dignité. Je veux dire, quand quelqu'un ne peut plus s'occuper de ses enfants correctement, ne sait pas comment il va finir ses fins de mois, etc., c'est pas juste ridicule, c'est terrible. Pour des gens, c'est terrible, en fait, de faire ça. Et donc, ce ras-le-bol, il s'exprime comme ça. Et les chiffres que vous avez montrés à l'instant, ils sont intéressants parce que oui, il reste encore des filets de sécurité dans notre système qui permettent à des gens de garder la tête haute. Mais ces filets, on est en train de les découper. De les découper au ciseau, mais vraiment fortement. Et aujourd'hui, qui est-ce qui permet à plein de gens de rester debout dans ce pays? C'est les associations. Et les associations, qu'est-ce qu'on leur a fait? On a supprimé les contrats aidés. Les contrats aidés, c'est 1 milliard en moins pour les associations. Alors, et pour la première fois, juste pour un mot là-dessus, pour la première fois, parce qu'on parlait emploi tout à l'heure, pour la première fois cette année, les associations embauchent moins de salariés que les autres années. Et ça, c'est pour vous dire à quel point c'est catastrophique. On va mettre des chiffres, on va revenir à la tablette. Je voudrais alimenter un peu la réflexion autour de la redistribution. Oui. Il me semble que c'est un peu le débat. Alors, je ne sais pas comment vous le sentez, vous. En fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sentent plus les effets de la redistribution. Ça ne veut pas dire que ces effets n'existent pas. Hier, vous voyez, on citait par exemple, on mettait à l'antenne le travail du Monde. Je ne sais pas si vous avez vu Le Monde la semaine dernière. Hein, le Monde a fait un travail sur combien coûte une journée de garde par une nourrice agréée, combien coûte un élève dans une école primaire, un collège ou un lycée. Ça va de 5 000 à 8 000 euros par an. Et ça, c'est payé par l'État. On peut dire aussi que c'est un effet de la redistribution. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un pays comme les États-Unis ou l'Angleterre où sans argent, on ne peut pas scolariser ses enfants ou on ne peut pas se soigner. Le problème, c'est qu'en effet, pour une partie des Français, et une partie manifestement importante, localisée d'ailleurs sur le plan géographique, l'État qui était un peu l'État-providence, l'État protecteur, vous voyez, c'est l'État tel qu'on l'a inventé en France au 19e et au 20e siècle, il a disparu. Mais je reviens un petit instant sur les effets de la redistribution. Regardez la tablette. Là, il y a sur la première ligne,
il faut la voir de très près, évidemment. Les revenus moyens des 20% les plus modestes, c'est 553 €. Les revenus moyens des 20% les plus aisés en euros, c'est 4 566 €. Ça fait en réalité un rapport, un écart ou un coefficient multiplicateur de 8. Après redistribution, c'est 933 € et 3 700. En fait, le coefficient, il baisse de moitié. Il passe de 8 à 4. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans ce pays, il faut qu'on trouve une solution. On est là pour essayer de réfléchir à des solutions qui vont être utiles à ceux qui en ont besoin, sans pour autant punir ceux qui ont réussi. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord avec le fait de punir ceux qui ont réussi. C'est un peu l'esprit. Dans un pays, qu'est-ce qui fonde un peuple? C'est la vision de comment est-ce qu'on vit ensemble. Oui. C'est ça la politique, c'est comment on vit ensemble en fait. Oui. Et tout le monde dans un pays a intérêt, par exemple, à ce que les gens soient bien soignés. Tout le monde. Et je reviens sur la phrase juste avant. Nous sommes quand même sur certains soirs à 40% des Français qui renoncent à se soigner. Donc dire qu'on n'a pas de problème aujourd'hui à se soigner, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Tout le monde a intérêt à ce qu'on soit bien soigné. Parce que si on n'est pas bien soigné, après, on prend les maladies trop tard. Parce que si vous n'êtes pas suivi régulièrement, on prend les choses extrêmement tard. Et si on veut parler en termes de coût, le coût humain, au niveau de l'humain étant beaucoup plus important. Mais si on veut parler en termes de coût, c'est absurde d'en arriver là. Et de deux, parce que nous vivons en société et parce que justement, les maladies peuvent se transmettre entre les gens. Donc on a tous intérêt à être bien soignés. Je suis pas convaincu par la démonstration. Moi, j'en suis assez convaincu parce que regardez dans les quartiers populaires où reviennent la gale, le choléra, c'est quand même. C'est pas un mouvement massif. Non, c'est pas un mouvement massif, mais ça doit nous interroger que ça revienne. Vous êtes français ou française. Vous êtes même ici en France en situation irrégulière. Vous avez le droit de vous faire soigner. Oui, et je veux dire, c'est l'honneur de ce pays. Mais oui, on peut pas dire le contraire. Mais heureusement. Bon. Heureusement. Mais je ne suis pas contre. Je ne suis pas pour le démantèlement de la médecine. Hein. Non, mais je dis qu'il faut dire. reconnaître les faits tels qu'ils sont. Vous arrivez dans ce pays. Vous n'êtes pas français, vous le devenez progressivement. Vous pouvez envoyer vos enfants à l'école, vous faire soigner, vous avez droit à des aides multiples. On n'est quand même pas... la façon dont vous décrivez ce pays est quand même plutôt la façon dont on décrirait un pays low cost ou un pays du tiers-monde. Excusez-moi, mais moi je peux vous présenter des gens qui sont en France depuis 40 ans, qui travaillent, qui n'ont pas de papiers et dont on refuse de leur donner des papiers. Je veux dire, et donc qui sont bloqués dans tout, qui sont bloqués dans leur vie en entier. Et... Bon, quand vous êtes depuis 40 ans en France, je suis désolée. Moi, je vous parle, par exemple, un jeune. Bon, après, j'arrêterai avec les gens qui n'ont pas de papier, mais un jeune, par exemple, un jeune malien que moi j'ai défendu et heureusement sur lequel on a gagné. Mais un jeune malien qui est venu en France parce que son père est mort, il est venu rejoindre sa mère, s'occupe de ses petits frères qui ont 2 et 3 ans parce que la mère a un cancer. Oui. Non, mais il est étudiant en menuiserie et ce jeune homme est aujourd'hui. Notre sujet. Donc c'est pas juste je décris comme ça. Il y a une réalité aussi qui est du pays. La réalité du pays, c'est que nous sommes dans un pays extrêmement riche. Mais il est riche de quoi? Dites-moi, où est la richesse? Dans les gens, dans les entreprises qu'il y a, dans les compétences que nous avons. Nous sommes un peuple extrêmement éduqué. Je prends les 3. Voilà. Les gens, les entreprises, les compétences. Vous savez que ce que vous venez de dire peut être partagé par un libéral. Oui, mais je n'ai aucun souci là-dessus. Formidable. Sauf que moi, je ne donnerai pas les mêmes solutions derrière. Non, mais attendez. Vous avez en France l'impôt sur les sociétés le plus élevé des pays de l'OCDE. Vous avez des taxes sur la production, j'en parlerai dans la deuxième partie de l'émission, qui sont élevées. Peut-être sont-elles justifiées. Elles financent notamment les collectivités locales. Mais vous savez, quand on parle des entreprises, et je vois que le discours de la France insoumise a évolué dans ce domaine, tant mieux d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des multinationales, il n'y a pas que le CAC 40. Vous avez en France des entreprises avec des entrepreneurs, d'entrepreneurs qui ont mis leur argent, vous savez, dans cette affaire-là, qui sont attachés à leur entreprise comme on est attaché à un bien personnel, qui ont envie de le partager. Mais ces entreprises-là, elles payent une fiscalité déjà très élevée. Qu'est-ce qu'on va leur imposer de plus? Mais dans notre programme, par exemple, nous baissions l'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises. Parce que ce sont effectivement une grande partie du tissu d'emploi aujourd'hui en France et que effectivement on ne trouve pas ça normal qu'une grosse entreprise paye moins là aussi que des petites entreprises. Mais par contre, il faut augmenter sur les grandes et sur certaines qui en sont complètement exonérées quand même. C'est ça qui est quand même incroyable dans notre pays. Qui est exonéré de l'impôt sur les sociétés?
on parle souvent des GAFA, mais ce sont des entreprises américaines. Moi, attendez, Mathilde Panot, je suis le premier. Total, Total fait ses profits à l'extérieur de la France, paye des impôts là où il se trouve, mais je veux bien parler des GAFA. Attendez, moi je suis dans ce dossier depuis une bonne dizaine d'années. Une dizaine d'années, j'ai écrit un livre sur le sujet qui, je crois, prévoyait ce qui s'est produit. On n'arrive pas à les faire payer. On a des entreprises américaines qui pratiquent l'évasion fiscale. On a des voisins en Europe, l'Irlande, les Pays-Bas, qui les accueillent, qui font leur beurre avec ces entreprises-là, qui bloquent toutes les décisions qui nous permettraient de les faire payer. Sont-ils sur la liste noire ou la liste des paradis fiscaux de la France, ces pays européens? L'Irlande un peu. Non. L'Irlande un petit peu. L'Irlande un petit peu. Mais non, vous avez 7 pays qui restent sur la liste. Soit. Je veux dire, c'est ridicule. Ça nous à un moment, il y a des questions de volonté politique aussi. Et la volonté politique, elle est de dire, oui, je suis désolé, ces entreprises iront quand même en France venir. C'est pas vrai qu'ils vont se barrer, qu'ils vont partir de France parce qu'ils font du profit en France. Donc, à un moment, il y a des questions de volonté politique aussi. Et la volonté politique, elle est de dire, oui, je suis désolé, ces entreprises iront quand même en France venir. C'est pas vrai qu'ils vont se barrer, qu'ils vont partir de France parce qu'ils font du profit en France. Donc, à un moment, on organise le fait que ces entreprises, elles payent aussi. Parce que c'est bien beau de dire, on va défendre les petits commerçants, les petites et moyennes entreprises. Mais en vrai, là encore, on est sur quelque chose qui est injuste. Non, mais c'est injuste, mais personne n'est parvenu à attraper Monsieur Google, Monsieur Facebook, mettez-nous au pouvoir Monsieur Amazon, et vous, non, mais vous ferez comme les autres parce que vous respecterez le droit. Vous êtes des légalistes. Non. Par exemple, nous sommes pour le protectionnisme solidaire et je vous assure que le protectionnisme solidaire, interdire que des marchandises arrivent qui soient fabriquées par des enfants, taxer les marchandises qui ont fait beaucoup de kilomètres ou qui n'ont pas été produites dans des conditions sociales et écologiques, je vous assure qu'en termes de relocalisation de l'activité, ça changera quand même énormément de choses. On fait un petit point sur ce qu'a proposé Édouard Philippe, là, avant de se séparer. 3 mesures simples sur les carburants, le gaz, l'électricité. Le contrôle technique, il y a la mesure sur le SMIC, pas vraiment une mesure, mais bon, en effet, non, c'était déjà annoncé, c'est pas une mesure. On est d'accord, c'est pas une augmentation du SMIC. Est-ce que malgré tout, sortons un peu de la politique, là, c'est une première carte d'abattu. Il en reste probablement beaucoup à abattre, mais il faut en sortir de cette crise, non? Alors, il faut en sortir. Moi, je trouve ça admirable que les Français et les Gilets jaunes particulièrement aient pu faire une leçon aujourd'hui pour dire à un gouvernement on ne gouverne pas contre son peuple. Et le fait qu'il y ait eu un premier pas, on va dire un changement d'attitude par rapport à l'attitude méprisante qui quand même domine ce quinquennat depuis 1 an et demi, des feignants, des riens, enfin tout ça qui met une ambiance absolument détestable dans le pays, avec un président qui est dans le rôle de la Ve République, mais à un point qui est d'un autoritarisme incroyable. Je pense que le fait qu'il soit obligé de changer d'attitude est une victoire pour les Gilets jaunes et que ça annonce que ce mouvement justement doit se poursuivre pour accéder aux autres revendications qui sont notamment sur le SMIC, l'ISF, etc. Merci Mathilde Panot. Merci à vous. Je vous donne une petite indication. La question du jour, c'était posée tardivement. Pensez-vous que les Gilets jaunes devraient suspendre leur mouvement après les annonces du Premier ministre? C'est toujours à peu près le même équilibre. Les votes augmentent. Le compteur tourne, mais c'est à peu près le même équilibre. C'est 40-60.